Un droit international malade de ses normes. Tel a été le jugement formulé par Prosper Veil dans son article intitulé « Vers une normativité relative en droit international ». Pour aboutir à la conclusion d'un droit international alité, Prosper Veil voyait dans la dilution de la normativité internationale un symptôme de cette maladie. L'un des virus à l'origine de la faiblesse du système international serait la multiplication des normes de soft law. La paternité de la notion de soft law remontait, comme l'a évoqué Anka Elincé, à Arnold Duncan McNair dès 1930. Contrairement à ce que tu évoquais, je ne suis pas particulièrement convaincu que ce juriste britannique évoquait en 1930 le soft law en tant que lex ferenda. À mon sens, McNair évoquait la notion de soft law comme désignant les principes juridiques formulés abstraitement et s'opposait donc au hard law qui renvoyait aux principes concrets issus de l'épreuve judiciaire. Cette signification originelle n'est pas sans rappeler certaines critiques contemporaines tenant à l'imprécision de la norme soft. Ainsi, ce qui est aujourd'hui dénoncé par certains juristes, à savoir le caractère vague du soft law, constitue à l'origine un élément de définition. Le soft law est aujourd'hui défini selon Jean Salman comme, et je le cite, « les règles dont la valeur normative serait limitée, soit parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement obligatoires, soit parce que les dispositions en cause ne créeraient pas d'obligations de droit positif ou ne créeraient que des obligations peu contraignantes. » Cette définition souligne la mollesse du soft law qui atteint soit son instrumentum, soit son negocium. Cette mollesse peut être appréciée de deux manières différentes. D'une part, positivement, elle est un atout dans la mesure où elle introduit une souplesse bienvenue dans les relations internationales. D'autre part, négativement, cette mollesse est un inconvénient puisqu'elle conduit à une insécurité juridique. Je te prie de m'excuser, Stéphane, pour l'allusion à la sécurité juridique. Donc, elle conduit à une insécurité juridique en jetant un voile d'incertitude sur le contenu matériel des normes soft. Ces deux interprétations sont à la fois exactes et contradictoires. Tout comme la mollesse le caractérisant, le soft law peut être appréhendé selon des grilles de lecture différentes qui varieront selon l'école doctrinale à laquelle le juriste se rattache. En réalité, en droit international, il n'y a pas de vérité objective, il n'y a plutôt qu'un droit international traversé par un subjectivisme, par des interprétations subjectives. Le soft law est donc ignoré par le normativisme qui ne prend en considération que des actes juridiques obligatoires et dont la violation est sanctionnée. L'approche objectiviste du droit international, en se fondant sur les nécessités sociales, accorde un grand intérêt au soft law qui, par sa souplesse, constitue un instrument adapté pour répondre à ces nécessités sociales. L'école de New Haven y porte une attention particulière, étant donné qu'elle reconnaît la place fondamentale de la politique en droit international. Quant au volontarisme, maintenant, c'est le sujet de l'intervention, il entretient une relation antagoniste avec le soft law, et ce à deux égards. D'une part, en tant que doctrine faisant reposer le caractère obligatoire du droit international sur le consentement, le volontarisme s'attache aux sources du droit international. Or, le soft law se place sur le terrain de la norme et non sur celui de la source. En d'autres termes, le volontarisme et le soft law ne se situent pas sur un plan identique. D'autre part, si le positivisme volontariste a une origine séculaire, le phénomène de soft law est beaucoup plus récent. Ces éléments expliquent que la relation entre la théorie volontariste et le soft law est empreinte de complexité. Cette relation se manifeste de deux manières. Il peut être fait état, d'une part, de la perception du soft law par les volontaristes, et d'autre part, de l'impact du soft law sur la théorie volontariste. Plus précisément, si les volontaristes se placent sur le terrain de la critique, le soft law pose la question de la remise en cause du volontarisme. À cet égard, une nuance doit être introduite, car on montrera
que les critiques des volontaristes vis-à-vis de la soft law sont infondées et que le dépassement du volontarisme par le soft law est incertain. Ce seront là les deux temps qui rythmeront cette intervention. Alors voyons dans un premier temps ces fameuses critiques infondées du soft law par les volontaristes. Les critiques émises par les volontaristes dénoncent la mollesse du négocium et la souplesse de l'instrumentum. Les critiques portent donc sur le soft law en tant que norme et en tant qu'acte. En tant que norme, le soft law présenterait deux défauts, selon les volontaristes. Il serait imprécis et présenterait un caractère politique. Le soft law serait critiquable car il serait formulé en termes vagues et imprécis. Un exemple parmi tant d'autres, l'article 2 du traité de l'Atlantique Nord de 1949, qui prévoit, je cite, que les parties s'efforceront d'éliminer toute opposition de leur politique économique internationale et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles et entre toutes. L'imprécision de l'énoncé normatif remettrait en cause la sécurité juridique dans la mesure où les États ne connaîtraient pas précisément l'étendue matérielle des obligations leur incombant. Toutefois, cette critique des volontaristes doit être relativisée, car ce sont les États eux-mêmes qui ont accepté d'insérer dans un traité une disposition conventionnelle rédigée de manière vague. Une telle imprécision serait d'autant plus grave, selon les volontaristes, serait d'autant plus grave qu'elle serait introduite dans un système décentralisé, caractérisé par une absence d'autorité objective pouvant déterminer précisément les obligations incombant aux États. Pour impressionnante que soit cette critique, elle ne saurait prospérer car elle repose sur une vision erronée du droit international. S'il n'existe pas d'autorité centralisée, cela ne signifie pas que la fonction de détermination des obligations internationales n'est pas assurée. En réalité, cette compétence incombe aux États en vertu du principe d'auto-interprétation. La seconde critique adressée au soft law tiendrait à son manque d'autonomie vis-à-vis de la politique. L'idée est que le soft law introduirait une dimension politique dans un ordre normatif censé être entièrement juridique. On peut difficilement contester cette observation. Il est certain que le contexte politique a joué un rôle considérable dans l'adoption de l'acte final d'Helsinki qui a clôturé la CSC en 1975 en pleine guerre froide. De même, pour prendre un second exemple, l'accord israélo-égyptien du 4 septembre 1975 sur le Sinaï, conclu sous l'égide des États-Unis, présente une dimension politique indéniable et a même fait dire à Henry Kissinger, qui était alors secrétaire d'État, que l'accord liait les États-Unis politiquement et moralement. Toutefois, il n'est pas certain que la connexité entre le soft law et la politique soit contestable. Les normes de soft law sont parfois élaborées dans un contexte politique complexe et il serait artificiel de les analyser en prétendant les extraire des considérations politiques qui ont entouré leur élaboration. En outre, on comprend difficilement l'argument des volontaristes, sauf à considérer que l'ensemble du droit international serait critiquable, car il accorde une place importante à la politique. En définitive, l'absence d'autonomie entre soft law et politique n'est pas une critique convaincante. Mais il faut toutefois admettre que cet argument se rattache à une critique plus large, fondée sur l'absence de caractère obligatoire du soft law, mais c'est déjà là en venir au soft law en tant qu'acte. Alors en tant qu'acte, le soft law se caractérise par une absence de caractère obligatoire, ce qui le distingue du hard law qui déploie un tel effet. Il existerait donc, toujours selon ces volontaristes, une distinction entre le droit et le non-droit, dont le point focal se situerait autour d'un seuil de normativité. Les volontaristes dénoncent l'effacement de ce seuil de normativité qu'ils imputent au soft law. Il en résulterait une situation critiquable selon laquelle la détermination de la qualité juridique serait passée de la binarité, droit-non-droit, à une palette beaucoup plus large, conduisant à une normativité relative. Cette critique est loin d'être purement théorique. Évoquons par exemple la Charte des droits et des devoirs économiques des États, qui, bien que relevant du soft law,
a fait l'objet de réserves. Le recours au procédé réservataire, propre au droit des traités, au profit d'un acte de soft law, estompe la distinction entre soft et hard law. Une seconde illustration peut être vue dans la Convention de Washington de 1959 sur l'Antarctique, dont l'article 9 prévoit que les recommandations peuvent lier les parties contractantes dès lors qu'elles y ont consenti. Le fait que de simples recommandations déploient un effet obligatoire contribue également à la confusion, à l'effacement entre le droit et le non-droit. Cependant, une telle critique ne saurait convaincre, car elle repose sur un postulat discutable. Les volontaristes partent de l'idée que la distinction entre le droit et le non-droit serait acceptable et que la normativité relative serait un défaut. Or, il n'est pas certain que le droit positif, le droit international positif, reflète cette binarité. Il semblerait plutôt y avoir des échelons intermédiaires entre le droit et le non-droit, formant ainsi ce que mes prédécesseurs, tous les collègues qui sont venus à cette table, ont appelé une fameuse échelle de normativité. En témoigne l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui précise qu'un accord signé mais non encore ratifié ne s'impose pas dans son intégralité à l'État signataire, mais ce dernier ne doit pas porter atteinte à l'objet et au but de la Convention. Si l'on admet cette échelle de normativité, on peut se demander si le soft law ne constituerait pas un échelon intermédiaire. Il serait alors appréhendé comme une passerelle facilitant le passage entre la sphère ajuridique et la sphère juridique. Tel est le cas lorsqu'une norme de soft law sera reprise dans un traité ou dans une coutume. Dans cette situation, il n'est pas inutile de se demander si la norme de soft law ne s'imposerait pas aux États selon une modalité contraire au volontarisme. Ceci nous emmène au second temps de l'intervention consacrée au dépassement incertain du volontarisme par le soft law. Une norme de soft law peut-elle obliger un État en dehors de son consentement ? A priori, la question étonne, car s'interroger sur l'éventuel effet obligatoire d'une norme juridique est paradoxal. Toutefois, deux mécanismes rendent cette interrogation pertinente. Le soft law peut constituer une source d'inspiration ainsi qu'un moyen d'interprétation au bénéfice du hard law. Alors voyons le soft law comme source d'inspiration du hard law. Le soft law ne constitue pas une catégorie normative hermétique, imperméable à tout élément extérieur et dont la frontière avec le hard law serait étanche. En réalité, il entretient des relations avec les sources de droit. Une norme, exprimée dans un acte de soft law, peut ultérieurement être incorporée dans un traité, lui conférant ainsi une valeur juridique. Ainsi en est-il du principe de non-discrimination en droit international de l'environnement, qui a été consacré dans plusieurs recommandations non obligatoires de l'OCDE. Il sera ensuite incorporé dans l'article 227 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Ce mouvement d'incorporation a également concerné le principe de non-appropriation de l'espace extra-atmosphérique ou encore certains standards opérationnels issus de la Banque mondiale, pour ne citer que ces exemples. Cette incorporation conduit-elle à contourner la volonté des États ? La question n'est pas dénuée d'intérêt, car l'élaboration du soft law est en général le fait d'organes d'une organisation internationale et non le fait d'États qui n'ont pas à consentir pour que la norme de soft law existe. Son incorporation dans un acte conventionnel pourrait être interprétée comme rendant obligatoire aux États une prescription internationale à l'élaboration de laquelle ils n'ont pas participé. En réalité, cette interprétation est inexacte, car si les États n'ont pas nécessairement contribué à la production du soft law, ils ont en revanche consenti à être liés par l'acte conventionnel qui l'incorpore. Il n'y a donc pas de contrariété avec le volontarisme. Quant à la relation entre le soft law et la coutume internationale, une question intéressante porte sur la possibilité pour une norme de soft law de modifier une coutume préexistante. Cette interrogation s'est présentée en matière d'indemnisation
à la suite de nationalisation de biens étrangers. La doctrine Hull de 1936, qui a une valeur coutumière, précise qu'une telle nationalisation doit s'accompagner d'une indemnisation prompte, adéquate et effective. Or, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté diverses résolutions assouplissant ces conditions. La résolution 1803 n'exige plus qu'une indemnisation adéquate, tandis que la résolution 3281 énonce que l'indemnisation sera déterminée en fonction de la législation de l'État qui nationalise. Une telle modification de la coutume par les normes de soft law ne constituerait-elle pas un dépassement du volontarisme? À cet égard, deux interprétations sont possibles. Soit les normes de soft law ont modifié directement la coutume préexistante, soit elles ont favorisé l'émergence d'une coutume nouvelle qui remplacerait la doctrine Hull. Si la première interprétation constitue un dépassement du volontarisme, la seconde exégèse est conforme au volontarisme, car les États peuvent devenir un objecteur persistant afin de rendre la nouvelle coutume inopposable à leur égard. Au-delà d'être une source d'inspiration du hard law, le soft law peut également être mobilisé par le juge international pour interpréter une norme de hard law. Voyons donc maintenant le soft law comme moyen d'interprétation du hard law. Dans son office interprétatif, le juge international peut prendre en considération le soft law pour interpréter un acte juridique. C'est ainsi que le tribunal de première instance des communautés européennes, lorsqu'il existait, a interprété un règlement européen relatif au principe de précaution en référence à une communication de la Commission. De même, la CEDH a eu recours à des normes de soft law pour interpréter la Convention de sauvegarde. Dans l'affaire Winter contre le Royaume-Uni, elle a mentionné plusieurs recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe relatives aux peines perpétuelles pour faire émerger le principe selon lequel tout détenu doit pouvoir espérer être libéré un jour. Finalement, ce procédé interprétatif n'est guère contestable et ne remet nullement en cause la théorie volontariste. Face à des incertitudes sur le contenu de la Convention de Rome, la Cour peut mobiliser divers instruments, peu importe qu'ils relèvent du soft ou du hard law. Toutefois, la question de la compatibilité avec le volontarisme se pose avec une acuité certaine lorsque la Cour procède à une interprétation évolutive. Dans l'affaire Bayatian contre Arménie jugée en 2011, la Cour devait se prononcer sur l'objection de conscience. La Cour note que la Commission avait rendu un arrêt en 1966 concluant que la Convention de sauvegarde ne consacrait pas de droit à l'objection de conscience. La Cour, pour se départir de cette position de la Commission, a recouru à l'interprétation évolutive. Pour interpréter l'article 9 de la Convention, elle s'est référée à plusieurs normes de soft law, dont une résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que des lignes directrices élaborées dans le cadre de l'OSCE. La Cour a ainsi procédé à une interprétation évolutive de l'article 9 au regard de normes de soft law et a consacré le droit à l'objection de conscience. L'interprétation évolutive en référence au soft law constitue-t-elle vraiment une atteinte au volontarisme? Certains répondront par l'affirmative, en considérant que la norme de soft law aurait contribué à imposer une obligation nouvelle à un État sans qu'il y ait consenti. Si cette manière de voir n'est pas dénuée de tout intérêt, elle doit être relativisée. En effet, dans cet arrêt Bayatian, la Cour ne s'est pas référée uniquement à des normes de soft law, mais a également invoqué des normes de hard law, comme le PIDCP, le Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi que la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, les États étaient déjà tenus de respecter le droit à l'objection de conscience consacré par d'autres conventions. La référence au soft law, la référence au soft law pourrait être interprétée comme une confirmation du hard law. Il n'est donc pas certain que la Cour ait porté atteinte à la théorie volontariste. Cette conclusion aurait certainement été très différente
si la Cour avait recouru à une interprétation évolutive en se référant uniquement au soft law. Mais à ma connaissance, la Cour n'a jamais emprunté cette voie. Je vous remercie.